أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة Zenek TV. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Zenek TV. Nous avons invité pour la deuxième fois ce mois-ci Dr Talib El-Mehdi. Nous voudrions savoir d'une manière simplifiée et accessible le côté médical du coronavirus, plus précisément du Covid-19. Comme vous savez, plus de 3 millions de personnes dans le monde sont contaminées. Plus de 230 d'entre eux sont déjà décédés, malheureusement. Il y a, fort heureusement, tout de même près d'1 million, 900 personnes exactement, sont guéries ou censées être guéries par rapport à ce virus. Alors, docteur, tout d'abord, bonjour. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Avec le confinement, le travail, ça va très bien avec Ramadan. Ce n'est pas un Ramadan comme les autres, mais on essaye de voir le positif. Exactement. Et vous êtes aussi de temps en temps en première ligne, si je de temps en temps, pas souvent parce que ça ne relève pas de ma spécialité, mais je suis de temps en temps appelé au renfort, mais en général, je suis plus dans ma spécialité pour les urgences et de temps en temps à l'hôpital quand il faut vraiment du personnel, mais pour le moment, ça ne presse pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de manque de personnel à ce niveau-là. Merci beaucoup. Écoutez, dernièrement, nous avons fait une rencontre avec Fouad Beniz, qui était admis à l'hôpital. Nous avons longuement parlé donc, de sa maladie, du Covid-19, de ce virus et de ses symptômes. Et effectivement, par rapport à son vécu, chaque patient vit différemment le Covid-19. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous expliquer tout d'abord c'est quoi le coronavirus d'une manière, je dirais, très accessible pour nous, et c'est quoi le Covid-19, s'il vous plaît? C'est un virus qui a apparu. Bon, le coronavirus, c'est un virus connu. Hein, donc, il y a, je pense, 5 souches différentes de ce virus, dont 3, je crois, touchent l'homme depuis très longtemps. Donc, on le sait. Ça donne des rhinites banales chez l'homme, c'est-à-dire un nez qui est bouché ou qui coule. Parfois, une gêne de gorge, comme tous les virus, en fait. Et c'est un virus qui est connu, qui touche l'homme. Mais ce sont deux ou 3 souches qui touchent l'homme et qui sont sans danger. Depuis très longtemps, on a ce virus connu. Maintenant, depuis 2001, donc, il y a eu un premier coronavirus, le SARS-1, donc en Chine, qui, lui, était dangereux. C'est-à-dire il y a eu des mutations avec une nouvelle souche de coronavirus très dangereuse. Il y a eu quelques morts. Et en 2012 ou 2013, je ne sais plus, le MERS, donc en Arabie Saoudite, qui était aussi un coronavirus muté, donc une autre souche, et puis actuellement le SARS-2, qui est le plus grave de ces 5 souches connues jusqu'à maintenant. Merci pour cette précision. Donc le coronavirus est connu depuis 2001, et pourtant, vers les débuts de la crise sanitaire qui a débuté en Chine, donc notre pays ici, la Belgique, au début, tout le monde le comparait à un simple rhume. Donc, oui, parce si que comme si la population n'a pas été réellement mise, je dirais, mise face à cette problématique. Oui. Donc, les scientifiques ne savaient rien au début. Donc, même maintenant, on ne sait pas tout encore sur ce virus. Ça, on découvre tous les jours. Vous avez vu, hein, même au niveau symptômes, à chaque fois, on découvre des symptômes nouveaux parce que les patients les manifestent. Et donc, on ne connaît pas beaucoup de choses. Le coronavirus qui est connu depuis même avant 2001, le coronavirus, les souches qui donnent des rhinites sont connues bien avant. Ce coronavirus est sans danger.
Donc, il n'y avait vraiment aucun problème. Ça donne des rhinites chez tout le monde. C'est très fréquent chez l'homme, etc. Donc, c'est sans danger. Et donc, avec ce virus-là, avec cette souche, le SARS-2, évidemment, le danger, on le découvre au jour le jour. Donc, il y a beaucoup d'inconnus encore maintenant. On ne savait pas que ça existait, qu'on pouvait le retrouver dans les selles. Maintenant, on le retrouve dans les selles, on le sait. On ne savait pas que ça donne des problèmes d'odorat et de goût jusqu'à ce que des patients ont manifesté ces symptômes. Maintenant, on sait que ça peut donner. Vous voyez qu'à chaque fois, on découvre des nouvelles choses. Au départ, on disait qu'il était moins grave qu'une grippe banale. Maintenant, on voit que ça tue quand même beaucoup plus qu'une grippe, que la grippe. Au départ, on pensait que ça tuait moins de 1%. Ben, maintenant, on voit que les pourcentages sont beaucoup plus élevés que ça. Donc, finalement, on découvre. Voilà, c'est un virus, c'est un nouveau virus et on ne saura pas tout de suite. Probablement, il faut quelques années pour vraiment faire le tour de ce virus et comprendre un peu son mécanisme d'action et comment il fonctionne pour pouvoir vraiment tout connaître de lui. Mais, docteur, lorsque je vous entends, ça m'amène à vous poser une question par rapport à cette décision du gouvernement d'aller vers un déconfinement progressif. Est-ce que ce ne serait pas d'aller se jeter vraiment en plein haute mer sans savoir nager, vraiment aller vers l'inconnu? Vous dites vous-même que c'est un virus qui est mutable et il subit une mutation constante. Est-ce que ce ne serait pas réellement un danger, aller vers la mort? En fait, je pense, donc je vais être réaliste. Je vais être objectif. Donc, il y a l'idéologie, donc, et il y a le réalisme. Je crois qu'un gouvernement politique, quel qu'il soit, va être mis entre le marteau et l'enclume. Donc, entre, d'une part, la population et les hommes d'affaires et l'économie, si vous voulez, et les scientifiques, d'un autre part. Donc, même supposons les scientifiques donnent un avis scientifique, mais le politique n'est pas obligé de suivre à la lettre ce que le scientifique recommande. Mais le scientifique va donner un avis, genre, voilà, maintenant on est dans une courbe descendante, il y a moins de contamination, moins de patients qui arrivent à l'hôpital, moins de nouveaux contaminés. Ça ne veut pas dire que le virus va contaminer encore moins si on ne fait plus attention. Évidemment, il faut continuer à faire attention. Mais il y a d'autre part l'économie et la population qui crient mais voilà, mais on ne va pas rester enfermé ad vitam aeternam chez soi, avec des ressources financières moindres, avec des difficultés de plus en plus élevées chez beaucoup de gens, surtout les plus démunis. Et puis il y a la pression aussi des sociétés, des grosses sociétés, des PME aussi, etc. Tous ces gens-là font pression de part et d'autre sur le politique. Et donc, le politique doit faire un choix. Alors, il doit se dire, soit je laisse tout le monde confiné, mais jusqu'à quand? Je ne sais pas, parce que le virus va continuer quand même à se répandre. Et donc, on peut être confiné d'une manière infinie. Donc, ce n'est pas raisonnable. Soit je dois quand même déterminer une date. Et je dois prendre le risque de déterminer une date, mais j'ai comme solution de pouvoir faire marche arrière si je vois que ça ne va pas. Et au moins à ce moment-là, je n'étouffe pas l'économie, je n'ai pas la pression de tout le monde, je réponds un peu à la volonté de chacun, et en même temps, je réponds aussi aux recommandations des scientifiques qui disent oui, mais avec précaution. Et donc, il y a toujours la possibilité de sortir, mais en gardant les précautions, c'est-à-dire que la population, quand elle va sortir progressivement, on va d'abord sonder son comportement, voir si elle se comporte bien ou pas, port du masque, très important, désinfection des mains, ne pas toucher les surfaces, donc mettre les gants et puis les enlever, etc. Tout ça, on a eu le temps d'apprendre. Imaginez s'il n'y avait pas du tout de confinement, pas du tout, hein, comme la Hollande par exemple, hein. Donc vous ne confinez personne, eh bien, vous aurez une population qui n'est pas éduquée à être confinée. Et donc, ici, maintenant, on a au moins la chance que si on lâche la population progressivement, ils ont bien compris le message, ils sont devenus conscients. Avec cette durée de confinement, on a acquis une certaine conscience que le virus est très dangereux, qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de risques et qu'on doit faire attention. Et même en temps déconfiné, sauf les fous, il y a toujours des fous, bien sûr, dans la population, mais même quand on déconfine,
personnellement, et vous aussi, je crois que vous allez continuer à faire attention, à prendre votre distance, donc la distanciation sociale, le port du masque obligatoire, laver les mains, laver les vêtements régulièrement pendant plusieurs mois certainement. Donc on n'est pas prêt, mais on ne peut pas garder les gens confinés plusieurs mois. Vous imaginez la catastrophe socio-économique que ça va donner si on garde tout le monde confiné pendant 6-7 mois, ça va être la cata. Et donc, personne ne sera content et on sera dans une révolution, on aura une révolution populaire, des gens qui ne vont pas être contents parce qu'ils sont dans des difficultés. Donc, je crois que le gouvernement est vraiment entre le marteau et l'enclume. Il n'a pas le choix que de déconfiner. On ne le voit pas qu'en Belgique, tous les pays déconfinent progressivement. Et il y en a qui reconfinent, qui déconfinent puis reconfinent. C'est toujours comme le cas de l'Allemagne, on reviendra tout à l'heure. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Je ne vois pas d'autre solution, sauf si vous en voyez, mais moi, je ne vois vraiment pas d'autre possibilité que de déconfiner progressivement et être prêt à faire marche arrière. En fait, le risque de déconfinement, si on le fait d'un coup, si la population ne fait pas attention, et si on n'a pas cette possibilité de faire marche arrière, ce qui va se passer, c'est que les hôpitaux vont de nouveau se remplir, mais cette fois-ci, ils vont se remplir beaucoup plus, et surtout, on n'aura plus un personnel prêt à continuer à se sacrifier. Le personnel est épuisé, il est fatigué, il ne peut plus. Ça ne peut pas durer des mois, le personnel le dit. Le personnel médical, la police, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là qui sont en première ligne, ils ne vont pas tenir plusieurs mois en plus dans cette situation-là. Oui. Docteur, justement, vous relevez justement la suite des questions. Tout d'abord, la toute première question. Aujourd'hui, le gouvernement, il est, comme vous dites, entre le marteau et l'enclume, pardon. Il y a une question qui se pose au sein de la population, de l'opinion publique, comme quoi le gouvernement n'a pas pris les actions à temps, comme beaucoup d'autres pays, bien au début justement de cette crise sanitaire qui a débuté en Chine. Donc, ils ont laissé passer plusieurs mois, comme vous avez dit, bon voilà, on a comparé à une petite grippe bénigne, etc., et qu'il n'y avait pas de problème. Or, les gens décédés en Chine, nous savons aussi, via d'autres sources aussi médiatiques, que les chiffres annoncés en Chine de décès ne correspondent pas du tout à la réalité. Ce n'est pas 3500 personnes, alors que rien qu'en Belgique, où nous ressemblons à un village en Chine, nous avons près de 7000 décès. Donc, finalement, il n'y a pas eu une réelle communication et un partage de communication avec le pays où il y a eu l'origine de ce Covid-19 et le reste du monde. Ça, c'est de un. Donc, ça, c'est un reproche que l'opinion publique fait au gouvernement, c'est de n'avoir pas pris les actions immédiates de confinement, en l'occurrence. Et puis, vous venez de dire qu'effectivement, on pourrait faire marche arrière. Ici, donc, en citant le média RTL Info, il y a un article qui est sorti où les spécialistes mettent en garde le gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement a envoyé une circulaire à tous les hôpitaux du pays pour dire, bon voilà, faites attention, il y aura probablement, ou plutôt certainement, une nouvelle vague qui va arriver, mais qui sera 2 fois plus dangereuse. Comment vous l'expliquez? Donc, les scientifiques, en fait, sont divisés. Donc, il y a des scientifiques qui pensent que dans un mois, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Alors, leur idée, en fait, ils l'argumentent par le passé, en voyant toutes les épidémies qui ont eu lieu dans le passé, dans l'histoire. Très souvent, un virus apparaît et puis il disparaît. On ne sait pas pour quelle raison, on ne le voit plus. Et donc, il y a une partie quand même des scientifiques qui pensent que dans un mois, il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que le virus va disparaître, il va s'affaiblir tout seul, si on se base sur ce qui s'est passé dans l'histoire des épidémies. Donc, ça, c'est déjà un point à relever aussi. On ne sait pas, en fait, on ne comprend pas encore le comportement des virus. Et ça, les virologues s'accordent tous à dire qu'on n'arrive pas encore à cerner les virus. Ils apparaissent, ils font beaucoup de morts et puis ils disparaissent. Et puis, on a un groupe de virologues, de scientifiques qui disent attention, il y a toujours un risque. Et moi, je suis plus prudent. Donc, je partage ce point de vue, même s'il s'avérerait plus tard que c'est faux, je préfère être prudent et avoir tort d'avoir été prudent. Mais au moins, on protège la population. Et donc, le groupe qui dit attention, ce n'est pas exclu qu'il y ait une deuxième vague.
Et ils ont raison de le dire, parce que imaginez maintenant si ça se passe comme ça, qu'il y ait une deuxième vague et qu'on n'est pas prêt. Ça va être la catastrophe. Et donc, c'est déjà le cas en Allemagne, hein. C'est déjà le cas en Allemagne. Ça va être la catastrophe. Donc, il faut vraiment se préparer. Et c'est pour ça, moi, je dis même, c'est pour ça que j'ai répété tout à l'heure, il faut continuer le confinement même dehors. C'est-à-dire, quand je dis confinement, eh ben, vous êtes confiné dans votre masque. Donc, parce que quand on met un masque, si tout le monde met le masque, même les masques chirurgicaux, on sait très bien qu'on ne transmet pas le virus, mais à l'autre. Et donc, si tout le monde met le masque, donc personne ne le transmet à l'autre, ben, on est protégé. Donc, je pense que un déconfinement progressif, pour moi, c'est raisonnable. Si je prends tout, hein, je ne parle pas que du côté scientifique, risque, etc. S'il n'y avait pas le côté économique, ben, confinons-nous pendant 3 ans. Hein. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner à manger pendant 3 ans, il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord. Donc, déconfinement progressif, mais très progressif et en sondant la population, en sondant le virus, en testant les gens, faisons beaucoup plus de tests. Ça, c'est le point le plus important. C'est ce point-là qui va permettre de savoir qui doit être confiné réellement et qui ne le doit pas. Et donc, il faut faire beaucoup plus de tests, savoir qui est déjà immunisé ou pas, parce que quelqu'un qui est immunisé, ben, il peut sortir, il peut aller travailler. Il n'y a pas de problème. Il ne risque plus rien, ni pour lui, ni pour les autres. Donc, on peut vraiment tester les gens, tester en masse. Des tests en masse, ça paraît, en tout cas selon tous les scientifiques, et ça me paraît aussi logique. Est-ce que c'est réalisable de faire un test de masse? C'est réalisable. Les tests, en réalité, ce qu'on perd en économie en confinant les gens est 1000 fois plus élevé que si ce qu'on perd en économie en testant toute la population. Donc il y a le test en masse qui aurait dû être fait dès le départ, et puis ce fameux traitement à la chloroquine qui n'a pas été directement pris en compte. Alors, je ne sais pas où se trouve le BINS, comme on dit, où est le problème. Est-ce qu'on n'a pas testé toute la population par mauvaise politique? Mais ça m'étonnerait, parce qu'il y a quand même les scientifiques qui entourent le politique. Ou est-ce qu'on n'a pas testé toute la population parce que tout simplement, les laboratoires n'ont pas pu fabriquer assez de kits pour tester tout le monde et assez de machines et d'appareillage. Et je pense que c'est plutôt ça. C'est probablement parce que la capacité des laboratoires à tester n'est pas optimale actuellement. C'est un nouveau virus, donc nouveau kit, des nouveaux laboratoires qui ont fait de la recherche en urgence. Hein. Il y a plein de labos qui ont fait de la recherche en urgence pour trouver des kits de tests de PCR pour détecter le virus. Et donc, c'est là où... Je suis d'accord avec vous. Effectivement, là, ce n'est pas une question qui vous est adressée, mais une réflexion. Comment est-ce possible que notre pays, un pays occidental moderne, ait ce genre de manquement, entre autres avec les masques qu'on ne les a pas encore, par exemple. Hein. Donc, vous voyez que... Oh, ce n'est pas très... L'histoire des tests, peut-être que ce n'est pas possible parce qu'il y a eu la recherche, etc. Ils ont trouvé, mais peut-être que produire prend du temps. Et en plus, les appareils qui testent aussi sont des appareils qui prennent quelques heures, etc. Donc, il faut mettre les kits. On ne peut pas mettre plusieurs en même temps. Donc, il y a un certain nombre limité, etc. Donc, il faut produire les appareils et les kits en même temps. C'est possible que ce soit une raison. J'espère que c'est celle-là, que ce n'est pas parce qu'on a pensé au coût, parce que franchement, le coût que ça coûte à l'économie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ça se coûterait à tester toute la population, même 3 fois. Donc, tester au premier jour, une semaine après, une deuxième semaine après, pour être sûr, ça reviendrait beaucoup moins cher que le coût actuel. Mais je pense que la capacité de test est difficile. Je pense que c'est vraiment ça la raison, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Maintenant, au niveau des masques, là, par contre, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas fabriquer des masques. Aujourd'hui, j'ai lu dans le journal que, apparemment, la Belgique exporte des masques à la Suisse. Je viens de le lire aujourd'hui dans le journal. Donc, c'est un peu paradoxal. Donc, on n'a pas assez de masques, mais on en exporte. C'est-à-dire qu'on en produit quand même. Il y a plusieurs sociétés qui en produisent, apparemment, j'ai lu, mais qui exportent à la Suisse. Et donc, c'est un petit peu paradoxal, mais je ne sais pas où se trouve le vrai là-dedans. Mais apparemment, c'est une information juste, une information quand même crédible que j'ai lue, parce que je l'ai vérifiée, elle est relevée par des journaux quand même assez crédibles. Oui, donc, c'est quand même très grave que plutôt c'est l'économie qui prime, hein, dans un cas...
crise mondiale. C'est l'économie, mais c'est aussi l'être humain. Donc, je veux dire, s'il n'y avait que l'économie, on ne confinerait pas. On ferait comme la Hollande et on dira, voilà, immunité collective et on défendrait, on dira, voilà, selon les scientifiques, l'immunité collective marche bien. Faisons ça, ça a marché pendant la fièvre espagnole, c'était comme ça qu'on s'est débarrassé de la grippe espagnole. Alors, les Hollandais, oui, je suis d'accord avec vous, mais les Hollandais, eux, ils se sont confinés eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit bien les chiffres. La Belgique est c'est le numéro 1 mondial dans les décès. Les Hollandais se sont confinés, tout à fait, mais attention, c'est le numéro 1 mondial, mais ce sont des chiffres, il y a un biais en fait. C'est des chiffres biaisés par plusieurs biais. Dans l'étude épidémiologique, ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Donc ça, c'est les gens qui parlent, ou on a entendu Trump dire ça. Trump n'est pas un épidémiologiste, donc il ne sait pas comment on fait une vraie étude épidémiologique. Donc les épidémiologistes savent très bien qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte avant de dire oui, mais tel pays a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que les autres. Et donc ici, pour la Belgique, il y a un facteur, c'est celui du voyage. Donc on a eu les vacances de carnaval où beaucoup de gens, malheureusement, et je trouve que c'est là, s'il y a une erreur à reprocher, c'est celle-là. Il ne fallait pas laisser les gens partir pour le carnaval en vacances. Mais ça, à ce stade-là, tout le monde parlait de quelque chose de... Tout à fait, et je trouve que c'est là le problème. Je veux dire, c'est une semaine en fait. On a eu un retard d'une semaine. On aurait dû prendre les mesures une semaine plus tôt, donc une semaine avant les vacances de carnaval, et ne laisser personne partir et fermer les frontières comme on l'a fait maintenant. Et si on l'avait fait, je crois qu'on allait vraiment épargner beaucoup de décès, beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de cas en Belgique. Et je crois que c'est là le problème en fait. N'oublions pas que la Belgique est un pays concentré. Donc la population, la densité, c'est un pays dense au niveau population, parce que c'est un petit territoire où il y a 11 millions d'habitants, un peu plus, et donc on a une densité qui est de 372 habitants par kilomètre carré, et donc du coup, on est beaucoup plus dense que la France au niveau population, que l'Allemagne, et donc du coup, la transmission du virus est beaucoup plus facile, puisqu'on est plus proche l'un de l'autre. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte, beaucoup plus dense que les États-Unis, que plusieurs autres pays où l'épidémie quand même est importante. Et donc, ce sont des paramètres à prendre en compte. À prendre en compte, bien entendu, sans, bien sûr, pour autant, on excuser la réaction tardive du gouvernement par rapport à cette crise extraordinaire. Alors, par rapport justement à ce déconfinement, je dirais progressif, on parle de réouvrir les écoles. Est-ce que c'est raisonnable d'envoyer nos enfants aux écoles, alors que nous savons aujourd'hui que même les enfants ne sont pas épargnés par rapport à ce virus? Alors, pour les écoles, je ne vais pas prendre la défense du gouvernement. Donc, j'ai ma petite position. Ma petite position, c'est qu'il fallait envoyer personne aux écoles. Et qu'il fallait, pour moi, la solution, c'est cette année, on arrête, on ne va plus à l'école. Et l'année prochaine, on rentre en septembre, ou 10 jours plus tôt si on veut, le 20 août par exemple, et en fonction de la possibilité de rattraper le retard, et on fait 1 mois ou 1 mois et demi de rattrapage concentré pour tous les élèves sur ce qu'ils ont perdu cette année avant de commencer l'année suivante. Et donc on a 1 mois de septembre qui sera la continuité de cette année. Et puis à partir d'octobre, on commence l'année suivante. Moi, si j'étais politicien, c'est ça que je proposerais. Maintenant, on va tomber dans un autre problème, c'est qu'on ouvre l'économie petit à petit, mais on empêche les enfants d'aller à l'école, et donc les parents vont dire oui, mais bon, on va faire quoi avec nos enfants? Nous, on va travailler maintenant. Vous nous dites d'aller travailler, et puis après, vous dites aux enfants de rester à la maison, mais avec qui? Et donc, pour les grands, il n'y aura pas de problème, mais pour les petits, ça posera un problème. Et donc, du coup, c'est des solutions quand même très compliquées qui ont été probablement réfléchies, quoique je persiste quand même en disant je suis contre l'école cette année, contre terminer l'école cette année. Surtout, le docteur, il faut savoir que beaucoup de parents, dont la majorité des parents, sont inquiets. Et on entend, on reçoit des mails, des maintenant, les gens ne veulent pas laisser leurs enfants aller. Pour nous rassurer, qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est de mettre 10 maximum par classe.
de ne faire rentrer que la 6e et le 6e primaire secondaire pour ceux qui passent l'examen de passage de certification, donc un examen certifiant pour passer à l'université ou pour passer au collège, au secondaire. Donc on ne fait rentrer que cela pour avoir plus de classes et donc plus de possibilités de mettre moins d'enfants par classe, et ils mettraient tous le masque, et il y aura toute la distanciation suffisante, etc. Toutes ces précautions-là, on n'est pas sûr, on n'a pas la garantie que ça va être respecté en dehors de la maison. Voilà, c'est ça la question. Comme médecin, voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Et puis les enfants vont manger en classe, ils vont devoir apporter leurs tartines, il n'y aura pas de sortie dans la cour, il n'y aura pas de cantine, il n'y aura pas de tout ça. Tout ça, c'est beau, mais la réalisation et la surveillance de ces enfants à l'entrée de l'école, à la sortie, et la distanciation, etc., tout ça va être très compliqué. Et donc, c'est pour ça, le principe est bien, mais sa réalisation est difficile. Et c'est pour ça, moi, je suis contre le retour à l'école. Personnellement, je suis pour attendre, comme je viens de dire, attendre septembre, garder les vacances, il n'y a pas de problème, on peut attendre septembre et faire 1 mois de rattrapage. Comme ce qu'on va faire maintenant, on n'aura pas plus d'1 mois donc pour rattraper. Et les autres enfants, ils n'auront rien du tout. Et donc, de toute façon, pour les autres enfants, il va falloir rattraper. Faire 1 mois de rattrapage et puis commencer l'année suivante. Merci, docteur. Maintenant, une question par rapport à ce fameux vaccin sur lequel le monde entier est en train de travailler. Donc, on entend beaucoup de choses. Il y a même dernièrement un grand tennisman, Djokovic, qui, lui, refuserait de prendre ce vaccin. Donc, ça a fait toute une polémique, etc. Alors, ce fameux vaccin dont on entend énormément de choses, comme qu'il y aurait une puce, etc. Comment vous, en tant que médecin, vous prenez ce genre d'informations? J'ai lu quelques passages dans ce sens-là, mais ce sont pour moi, c'est des tergiversions sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, nous n'avons pas encore de vaccin, nous ne sommes pas encore prêts à l'avoir, parce qu'un vaccin, ça prend 1 an, 2 ans pour qu'il sorte. Et au plus tôt, si vraiment on accélère les choses et que les autorisations se donnent très vite, etc., il faut 6 à 9 mois. Et on est en train déjà de polémiquer entre les conspirationnistes qui pensent au complot pour tout ce qui se passe, parfois en argumentant, parfois sans argument, et entre les firmes pharmaceutiques, etc. Et donc, on a l'impression qu'on veut déclencher une guerre avant même qu'il y ait une sortie de vaccin. Donc, moi, je ne prends pas de position, parce que je dois d'abord voir le vaccin, savoir lire les études qui ont été faites, voir si c'est des études sérieuses ou pas. Qui a fait ces études? Est-ce que c'est des grandes universités, des hôpitaux, et combien d'hôpitaux ont participé à l'étude? Est-ce qu'elle était multicentrique ou unicentrique? Et puis, qui a subventionné les études? Et est-ce que, parce que, en fait, je ne suis pas contre tous les vaccins. J'ai une position vis-à-vis des vaccins. Il y a bien des vaccins qui marchent très bien, et il y a des vaccins qui, pour moi, n'ont pas vraiment d'effet et qu'on continue à commercialiser et qui ne marchent pas. Et donc, je ne jette pas tous les vaccins. Les gens qui disent le vaccin, ça ne sert à rien, c'est faux. Alors, vous ne vaccinez plus votre chien contre la rage non plus. Vous ne vaccinez plus rien. Donc, si vous vaccinez votre chien, c'est que vous croyez dans les vaccins. Donc, vous ne pouvez pas vacciner un animal et dire les vaccins ne servent à rien. L'animal et l'être humain fonctionnent à peu près de la même façon. D'accord, mais la seule différence, c'est que là, vous avez la liberté du choix. Ici, alors, qui vous a dit, mais qui dit qu'on n'aura pas la liberté? C'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je dis on est en train d'avancer sur quelque chose de conspirationnisme. C'est-à-dire, on est en train de voir ce que les gens qui croient au complot. Je ne dis pas que je ne crois pas qu'il y a peut-être des complots dans des trucs, mais il faut toujours justifier. Voilà. Je ne parle pas de complot, je dis tout simplement, par exemple, justement, à cette réaction de Djokovic, donc le grand tennisman, avec donc l'un des médecins médecins du monde. Je ne sais pas si cette information est vraie ou pas. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vérifiée, je l'ai lu. J'ai douté un peu de la véracité de l'information, mais je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Mais peu importe. On a un vaccin qui n'est pas encore sorti et on est en train de dire ils vont nous l'imposer.
Mais jamais. En démocratie, on n'impose pas. On n'impose pas à la grande masse. Et donc, il y aura... On a bien imposé le confinement, mais bon, c'est pour le bien-être. C'est pour le bien de tout le monde. Mais ça, c'est normal. Mais le vaccin, on ne l'impose pas. Par contre, ce qu'on peut voir venir, c'est des passeports. C'est-à-dire, vous ne pouvez aller dans un pays que si vous montrez, par exemple, un passeport, un papier, ou sur votre passeport, comme quoi votre test du coronavirus récent est négatif. C'est-à-dire que vous n'avez pas le virus ou alors vous êtes immunisé. Vous me rassurez. Vous me rassurez parce que je m'attendais à ce que vous disiez que vous soyez vacciné. Vous me rassurez par rapport à cette idée. Non, mais ça, quelques pays pourraient aussi obliger la vaccination, comme on le fait pour la Mecque, par exemple. Il y a l'obligation d'avoir le vaccin tel, etc. Donc, je n'exclus pas que des États puissent imposer un vaccin pour rentrer chez eux. Mais je ne pense pas que nos États ou nos pays démocratiques vont nous obliger de faire le vaccin. Ça va faire un grand scandale et il y aura déjà dans les médecins, il y aura la majorité des médecins qui vont refuser. Et donc, je pense qu'on est en train d'avancer un sujet qui n'est pas d'actualité, on n'a même pas encore de vaccin et on parle qu'on va nous l'imposer. Moi, je crois que c'est de la connerie. On n'imposera jamais ce vaccin. Par contre, faire le test du virus pour voyager, ça, je pense qu'on va devoir le subir à un certain moment, le temps que ce qui est logique, pour ne pas répandre le virus. Ça, c'est une logique. Alors, docteur, nous sommes à 31 minutes déjà. Alors, pour entamer justement l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, qui est comme un pointé du doigt par rapport aussi à la gestion de cette crise sanitaire. On parle ici plutôt d'être, je dirais, contrôlé ou qu'il y ait une pression des lobbying pharmaceutiques et que justement cette organisation n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire face à cette crise. Alors, je ne sais pas comment fonctionne vraiment l'OMS, mais on sait que c'est un organe de l'ONU. Et comme c'est un organe de l'ONU, il est subventionné par les États. Il n'est pas subventionné, jusqu'à preuve du contraire, par les firmes pharmaceutiques, sauf s'il y a des dons. Évidemment, je ne sais pas si c'est autorisé. Il y a des dons. Il y a des dons de finance, hein, donc Bill Gates est derrière quand même. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a vraiment des dons de firmes pharmaceutiques, parce que je ne sais même pas si c'est autorisé aux firmes de faire des dons à l'OMS, parce que là, ça va faire des firmes pharmaceutiques, des ONG qui sont financées par des grands hommes d'affaires du monde. On peut imaginer plusieurs circuits. On peut imaginer des circuits comme ça si on veut, mais on n'a pas la preuve ni la certitude. Donc, on s'avance encore une fois dans des accusations. Pour le moment, pour moi, ce sont des questions. Ce sont des questions qui se posent et que, je dirais, la population a le droit de se poser quand ils entendent. Mais pour moi, l'OMS, elle a donné ce qu'elle devait donner jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle a caché des choses? Je ne peux pas le savoir. On a vu le président Trump qui accuse l'OMS de pouvoir, c'est-à-dire de défendre la Chine. C'est la première fois que j'entends un président américain qui dit qu'un organisme international que les États-Unis ont soutenu, etc., défend l'ennemi des États-Unis. C'est quand même bizarre. Hein? Donc, pour le moment, on a toujours dit... Oui, mais pour le moment, on a toujours dit, oui, mais c'est les États-Unis, donc l'OMS va protéger les États-Unis, les intérêts américains, parce que c'est eux qui subventionnent le plus. Les organismes internationaux vont protéger les États-Unis, etc. Et maintenant, on est en train de dire, oui, mais ils sont en train de protéger la Chine. C'est ce langage double, non justifié, que je refuse d'accepter. Il me faut des arguments. Je ne peux pas prendre uniquement des paroles pour vérité. Il faut que ces paroles viennent avec des arguments. Et pour le moment, moi, je n'ai lu aucun argument dans ce qu'on a avancé dans ce sens-là. Très bien. Docteur, par rapport à l'origine de ce virus, alors, dernièrement encore, tout à l'heure, j'ai lu un article comme quoi, selon l'OMS, ce virus serait d'origine naturelle. Bien entendu, nous avons entendu aussi, au début de cette crise, comme quoi, probablement qu'il serait échappé
pendant une manipulation dans un laboratoire, etc. Aujourd'hui, l'OMS parle de plutôt origine naturelle. Est-ce que vous avez des éléments pour nous éclaircir sur ce sujet? Ben, je ne suis pas virologue, mais j'ai lu ce que les virologues disent. Alors, la majorité des virologues dans le monde entier disent que c'est naturel. Donc, en se basant en argumentant ça sur base des séquences les séquences de l'ADN de ce virus. Et donc, en se disant, il est fort probable que ça vienne effectivement d'un animal. Donc, le séquencement, etc. Et puis, on a d'autres qui disent non. Il y a quand même eu, au niveau de l'ADN, il y a eu sûrement des manipulations. Et donc, des manipulations humaines qui font que dans ces brins d'ADN, il y a des gènes qui sont, quelques séquences qui sont externes au coronavirus qu'on connaît, etc. Et donc, très probablement manipulation. Maintenant, l'un ou l'autre, si c'est une manipulation avec une erreur de laboratoire, c'est la deuxième thèse, hein, donc ça peut être soit d'origine animale, soit une manipulation avec un virus qui s'est répandu par erreur de laboratoire. Pas d'une manière volontaire, mais par erreur. Est-ce que c'est imaginable que dans un laboratoire où il y a une sécurité extrême, un virus puisse échapper? Tout à fait. Comme c'est aussi imaginable que ce qu'on fait avec l'écologie. On est en train de détruire l'écologie. Si un jour l'être humain disparaît, c'est aussi imaginable qu'on puisse disparaître par nos propres mains, même si on fait attention et que tout le monde nous dit « rassurez-vous, il y a quand même une sécurité, on contrôle tout ». C'est comme le nucléaire aussi. Tout le monde nous dit « rassurez-vous, toutes les précautions sont prises », mais on n'est pas à l'abri d'un accident nucléaire non plus. Et je pense que vous êtes aussi d'accord qu'on n'est jamais à l'abri à 100%. Et que les risques sont augmentés, même si maintenant on a déjà eu des accidents nucléaires, hein, Tchernobyl, etc. Donc, ici, la même chose. Vous pouvez cadenasser un laboratoire. Il y a quand même des êtres humains qui sortent et qui rentrent dans ce labo. Et donc, vous pouvez le cadenasser comme vous voulez, faire des contrôles, tout ce que vous voulez. Un virus pourrait sortir un jour. Donc, on n'est pas 100% assuré qu'il n'y aurait pas un accident de ce genre. Alors, mais je ne dis pas que c'est un accident. Ce sont les deux thèses et pour moi, les deux thèses sont possibles. Docteur, donc nous arrivons vers la fin de cette émission. Une dernière question par rapport justement à cette contamination, le procédé de contamination. Est-ce que ce virus est dans l'air ou pourrait être dans l'air aussi? Ça, je n'en sais rien du tout. Il y a plusieurs choses qu'on raconte. Au niveau publication scientifique, parce qu'il faut se fier vraiment aux recherches et aux publications, pas aux paroles et au sentiment, ce qu'on a, au ressenti qu'on a. Il faut plutôt affirmer par la raison, par la recherche, tous ces ressentiments qu'on a ou ces sentiments qu'on a. Pardon. Donc, je ne sais pas combien de temps ça reste dans l'air. Ça reste très probablement un certain temps, mais le combien de temps, ça on ne sait pas. On a lu des choses divergentes dans ce sens. Donc, ça va de quelques heures à quelques jours, donc ce que j'ai lu. Mais au niveau scientifique, j'ai lu que ça reste quelques heures. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un dans la rue qui éternue et qui lâche ces virus, ou même qui respire, parce qu'on sait aussi que ça peut être dans l'air expiratoire. Simplement en respirant, on peut le transmettre. C'est pour ça que les masques sont indispensables lors du déconfinement ou quand on sort. Et donc, quand on respire ou quand on éternue, on balance plusieurs millions ou milliards de virus dans l'air. Et ces virus-là, ils vont probablement rester dans l'air avant de se dénaturer. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre longtemps à l'extérieur, ils se dénaturent d'eux-mêmes à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit, quand vous rentrez, vous aérez vos vêtements 24 heures ou un peu moins, 24 heures si on veut être sûr, parce qu'on sait que le virus à l'extérieur va se dénaturer. Le virus ne peut vivre que dans une cellule hôte, c'est-à-dire dans une cellule humaine ou animale. S'il ne rentre pas dans votre cellule, il va mourir à l'extérieur. Et donc, il va rester quelque temps. Oui, et à ce moment-là, si vous passez dans l'heure qui suit mon éternuement, si moi je suis passé par là et vous passez dans l'heure, peut-être que vous rattraperez le virus si vous n'avez pas un masque. Et donc, si moi j'ai un masque, et si tout le monde a un masque, il n'y aura pas de problème, puisque je vais éternuer dans mon masque et mon virus va rester à l'intérieur de mon masque, il ne va pas sortir dehors, et donc vous ne risquez rien. Mais, docteur, donc c'est quand même assez sérieux. Le masque
au début de la crise, on disait qu'il ne servait à rien du tout et qu'il ne protégeait rien du tout et que c'était plutôt pour protéger le malade pour qu'il ne contamine pas les autres. Finalement, ce masque est vraiment primordial, est vraiment vital. Alors, j'ai ma position là-dessus. Donc, dans les deux hypothèses où, au début, on ne savait pas, supposons on ne savait pas que le virus se transmet comme ça, qu'il fallait que le masque n'était pas indispensable, etc. Supposons, hein, on va prendre les deux suppositions. On ne le savait pas. On ne savait pas que ça pouvait se transmettre et on a dit, c'est pas nécessaire, éloignez-vous juste de 1,5 mètre. Mais à ce moment-là, on a au moins le doute, même quand on ne le sait pas, c'est un nouveau virus. On sait très bien que pour les autres infections, il faut mettre un masque dans les hôpitaux. Quand on est à côté d'un malade, on met un masque pour rentrer chez lui. Donc, le masque, on sait qu'il protège très bien. Alors, à ce moment-là, pourquoi n'avoir pas dit à tout le monde, même si on ne sait pas très bien, mais on pense que ça ne se transmet pas, qu'il n'y a pas de risque, mais dans le doute, on préfère que tout le monde mette le masque. La réponse, elle est simple. Il n'y avait pas de masque. On n'a pas reçu de masque. Voilà. Alors oui, mais à ce moment-là, ce n'est pas grave. Le masque n'est pas nécessaire. Si moi je suis à la place, si moi je suis à la place des politiques, je n'ai pas de masque. Et si je dis à la population, vous devez tous mettre un masque, et que la population va crier au scandale, oui, mais on ne trouve pas les masques. Ils sont où? Vous voulez qu'on mette les masques? On va prendre des risques, il n'y a même pas de masque. Eh bien, je vais être honnête. Moi, en tant que politique, je vais être honnête. Je vais dire, voilà, le masque, on ne sait pas s'il protège, mais on pense que c'est mieux de le mettre. Et parce qu'en le mettant, on est sûr à 100% qu'on est protégé. On ne prend pas de risque. Mais on n'en a pas. Et on n'est pas dans la possibilité d'en avoir tout de suite suffisamment. Alors, on vous propose de fabriquer vos propres masques à la maison avec du tissu. Ça protège aussi. Et ça protège mieux que rien. Et donc, au moins, on pousse les gens à se protéger avec une écharpe, avec un tissu. Mais ici, on n'a rien dit. On a dit, ne mettez pas de masque. Et c'est là où il y a un problème. C'est qu'on a poussé les gens à ne pas mettre de masque, à ne pas mettre de tissu non plus, ni d'écharpe, croyant qu'ils étaient protégés comme ça. Et pour moi, c'est là l'erreur. Donc, il fallait au moins être honnête et dire, voilà, nous sommes devant une difficulté, nous n'avons pas de masque. Et on n'a pas de solution. Nous ne savons pas si effectivement ça se transmet par l'air. Voilà, nous sommes des politiciens, on ne peut pas mettre des stocks de masques en temps normal puisqu'on n'a jamais eu de pandémie. On ne va pas commencer à investir dans quelque chose qui était très peu probable jusqu'à il y a 3 mois. Et donc maintenant, on a quelque chose d'imprévu, on n'a pas de masque. Mais mettez du tissu, fabriquez vos trucs, débrouillez-vous pour vous protéger. Mais on ne peut pas dire aux gens, il n'y a pas de risque à ne pas mettre de masque. Ça, on ne peut pas le dire. Docteur, merci beaucoup. Nous avons dépassé, je dirais, les 30 minutes que nous voulions mettre dans ce sujet, mais c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Nous retenons que même s'il y a déconfinement progressif, nous devons rester confinés en soi, comme vous avez dit vous-même. Et bon, voilà, donc merci d'avoir été présent chez Zénith TV. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que nous avons pu, en tout cas, vous illuminer sur le sujet. Ce ne sera ni la première fois ni la dernière fois que nous reviendrons sur ce sujet de Covid-19 et coronavirus. Docteur, merci beaucoup. À bientôt. Salam alaikum. Alaikum salam. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين أنزل القرآن أهلنا بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك يا رمضان.